Vous êtes déjà questionné sur les fréquentations de votre ado. Est-ce que cette relation est saine ou non? Ou vous avez l'impression que cet ami n'a pas une bonne influence sur votre ado? Je vous propose de découvrir les explications d'une psychologue dans cet épisode. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est parti pour une interview avec Sophie Aiello, psychologue clinicienne et auteure du livre « Je fais de mes émotions une force ». J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Sophie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors je suis psychologue clinicienne depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc j'accompagne à mon cabinet de nombreux adultes, adolescents et enfants également. Et j'ai écrit un livre récemment pour les préadolescents et les adolescents sur la gestion des émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour les tout-petits, pour les adultes, mais malheureusement pas grand-chose pour le moment en tout cas, pour les adolescents. Merci, ça tombe très bien justement parce qu'on va parler des émotions aujourd'hui. Donc cet épisode a été créé justement grâce à la demande d'une auditrice du podcast, donc qui a parlé de dépendance affective par rapport à sa fille qui est adolescente. Et je me suis dit que vous étiez la mieux placée justement pour en parler, justement sur ce sujet des émotions. Et j'aime bien commencer les épisodes par une définition. Donc est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce que ça signifie la dépendance affective, s'il vous plaît? Alors oui, bien sûr. Alors il y a, à mon sens, la définition telle qu'on l'a définie dans le DSM, qui est le manuel de référence des psychologues et des psychiatres, où là on définit plus la personnalité dépendante. Et donc là on parle beaucoup plus de psychopathologie, où c'est vraiment une personne qui ne peut pas vivre finalement sans... Finalement, ça va être des personnes très immatures, même adultes, mais qui vont dépendre tout le temps d'une autre personne adulte pour leur quotidien. Donc généralement, quand les parents viennent nous poser ce genre de questions sur les dépendances affectives à l'adolescence, ils ne parlent absolument pas de ça, mais beaucoup plus de relations qui leur paraissent justement un peu trop intenses, un peu trop bizarres, un peu comme si leur enfant... grand enfant était d'un coup sous l'influence. C'est souvent ça dont les parents ont peur, que leurs enfants soient influencés par d'autres, alors que finalement c'est tout à fait normal. Les ados expérimentent, ça fait partie de du processus dans la construction identitaire en fait, de pouvoir expérimenter les relations et souvent sur un mode très intense. Justement, ça fait un super lien avec ma prochaine question. Qu'est-ce que ça signifie justement la dépendance affective à l'adolescence? Comment ça, justement, c'est pas la même signification ou la même représentation qu'on peut s'en faire en tant qu'adulte, justement à l'adolescence, comment ça peut se caractériser? À quoi ça ressemble? Est-ce que du coup, finalement, on parle pas plutôt d'influence? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est souvent plus de l'influence. En fait, c'est les premiers moments où ils commencent à se connaître en tant que futurs adultes et ils ont besoin d'expérimenter ce que c'est qu'une relation, et donc ils apprennent à travers des relations qui ne sont pas toujours très ajustées, mais ça fait partie du processus identitaire réellement, donc c'est un passage obligé finalement pour arriver à se construire en tant qu'adulte. Effectivement, il y a toute la partie faire partie d'un groupe, intégration dans le groupe, qui sont des choses extrêmement importantes pour l'adolescent, justement, pour arriver à se connaître. Pour le futur adulte qui sera, c'est est-ce que je fais partie de tel groupe, telle catégorie. Finalement, il essaye de comprendre qui il est à travers l'essai dans différents groupes. Et c'est pour ça que c'est si important à l'adolescence. C'est vraiment pour arriver à comprendre qui ils sont à l'intérieur d'eux. Et voilà, donc c'est vraiment... plus finalement un processus identitaire qu'une dépendance affective telle qu'on peut l'imaginer nous en tant qu'adultes. Ok. Alors justement, pour que ça soit un petit peu plus concret, on va donner des exemples vraiment que vous avez pu peut-être déjà rencontrer au cabinet, ou tout simplement des questions que peuvent se poser les parents, pour bien comprendre vraiment
comment on peut le transcrire dans sa vie du quotidien et peut-être donner quelques conseils sur comment on va pouvoir peut-être accompagner l'ado dans différentes situations et peut-être accueillir les émotions justement de ce fameux ado. Alors, petit exemple, votre fille passe tout son temps avec la même amie, lui demande son avis sur tout et vous trouvez ça dérangeant parce que vous avez l'impression qu'elle ne pense pas par elle-même. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ça? Souvent, ce qu'il y a derrière pour le parent, c'est surtout de la peur. La peur de perdre son enfant, la peur que son enfant change. Et c'est pas facile pour un parent, effectivement, de voir son enfant qui était principalement influencé finalement par ses parents, puis d'un coup, voilà, il change de cible, on va dire. Et donc moi, ce que je conseille avant toute chose aux parents, c'est d'accueillir les émotions autour de ça. Souvent, on a vite fait en tant que parent de dire « Ah, mais tu vois bien, cette fille, elle te fait pas du bien, mais tu vois bien, tu changes, mais ceci, cela ». Et malheureusement, c'est souvent contre-productif parce que l'ado, alors surtout les ados qui ont vraiment, alors tous, hein, mais on a tendance quand on vient, on va nous dire mais non, il faut pas que tu fasses ça, à avoir envie de dire mais si, j'ai envie de faire ça. Et vraiment cette réactance. Hein. Alors chez les ados, c'est encore plus prononcé. Donc plus on va dire ça à l'ado finalement, plus il va avoir tendance à le faire. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais pourquoi elle me dit ça? Mais je fais bien ce que je veux, voilà. Donc, c'est souvent hyper intéressant, je trouve, d'aller questionner notre ado, de lui dire « Mais alors, je vois qu'elle a l'air vraiment super importante pour toi, cette fille. » Déjà, juste ça, généralement, les ados sont étonnés quand on leur dit ça. Ah oui, enfin, maman ou papa s'intéresse à ce que je vis. Explique-moi, alors, qu'est-ce qui te plaît autant chez cette fille? Et juste quand on dit ça, on vient s'intéresser à ce que l'ado vit, on vient s'intéresser à ce qu'il vit d'un point de vue émotionnel, et on peut lui dire, mais alors c'est comment pour toi quand tu es avec elle, raconte-moi. Et en plus, quand on fait ça, c'est intéressant parce qu'ils se sentent ensuite beaucoup plus à l'aise pour venir nous parler. Alors que si on rejette en bloc, on peut être sûr qu'ils vont essayer 1-2 fois d'en parler, et puis au bout d'un moment, ils vont rester dans leur chambre avec leurs émotions pas forcément agréables, et ils viendront plus nous en parler. Donc pour moi, c'est vraiment important dans le sens où, d'une part, ils voient qu'on s'intéresse à eux, donc ça leur fait du bien, ça fait du bien au lien aussi qu'on a avec eux en tant que parents. Ils sentent qu'ils ont de la valeur, et il y a aussi beaucoup ça dans la dépendance affective, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais souvent quand on se sent, quand on se maintient dans une relation qui ne nous fait pas du bien, souvent ça parle de la valeur qu'on vient se donner. Et plus l'ado sentira qu'il a de la valeur pour son parent, plus ça lui fait faire l'expérience que s'il a de la valeur pour son parent, il peut en avoir pour d'autres en fait. Donc il a de la valeur vraiment à l'intérieur de lui. C'est vraiment quelque chose qui l'aidera ensuite pour son estime de lui et pour avoir ensuite des relations beaucoup plus saines et sereines. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est ensuite, si on voit qu'il y a de la tristesse, ça arrive comme ça, des situations où il y a des amitiés, on voit que ça fait pas du bien, qu'à chaque fois, il y a des grosses crises de larmes, mais malgré tout, voilà, notre fille s'y retourne. Et là aussi, on peut dire, mais ça a l'air de te rendre triste, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et juste d'accueillir déjà l'émotion comme ça, déjà, ça va à nouveau l'apaiser. Mais aussi, souvent, l'adolescent ensuite se rend compte par lui-même, tiens, oui, c'est vrai, je suis triste. Oui, tiens, ça fait plusieurs fois que je suis triste. Mais si on lui dit, mais tu vois bien que tu es triste à chaque fois que tu lui parles, tu vois bien qu'elle n'est pas bien pour toi, cette fille, on peut être sûr que elle va se braquer. Voilà, l'ado fera pas le processus en lui-même. Tandis que si on procède comme ça, finalement, il va pouvoir par lui-même arriver à se dire, oui, en fait, c'est vrai, ça n'a pas l'air de me faire du bien, et peut-être qu'il trouvera des solutions pour soit arrêter cette relation, soit l'ajuster pour que ça lui fasse un peu plus de bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement... le fait de questionner l'autre personne, ça marche avec un ado, avec n'importe quel autre être humain. Oui. Et déjà, principalement, quand on vient voir un psychologue, finalement, c'est ça, c'est qu'en fait, vous nous questionnez sans nous donner la solution. Mais en fait, c'est juste nous permettre aussi de prendre du recul sur la situation en se disant, ok, qu'est-ce qui vient de se passer, comment je me sens, et en fait, je pense que ça l'aide aussi à trouver ses propres solutions, ses propres ressources. Exactement. Et à rester acteur finalement de la situation. Typiquement, on en avait parlé un petit peu hier. Moi, je me souviens des moments pendant mon adolescence, justement, à avoir eu toute une amitié avec une personne.
puis à la fin, ça se finit mal. Et ma mère me dit ah bah dans tous les cas, moi je l'avais vu depuis le début que ça allait se passer comme ça. Première réaction, je dis bah pourquoi tu me l'as pas dit dès le début? Et en fait, elle me dit bah écoute, je voulais pas te le dire parce que c'est à toi aussi de faire ta propre expérience. Et dans tous les cas, je pense qu'elle serait intervenue si jamais il y avait eu besoin, en tout cas, qu'elle intervienne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette part où on se dit bah c'est aussi un moment d'apprentissage. Donc en fait, on peut pas non plus nous surprotéger tout le temps. Parce que sinon on n'aura pas les codes, on n'aura pas les ressources plus tard. Donc c'est aussi intéressant de se dire bah on nous laisse aussi nous débrouiller par nous-mêmes pour voir un petit peu bah, qu'on comprenne ce qui s'est passé. L'idéal, c'est vraiment quand le parent arrive à faire confiance à son ado tout en lui montrant qu'il est là s'il a besoin. C'est vraiment de sentir, il y a vraiment tout un jeu entre autonomie et en même temps besoin de réassurance parce que c'est pas encore des adultes, hein, loin de là. Le cerveau, j'aime bien le dire parce que je trouve que cette info n'est pas assez le cerveau est adulte à partir de 25 ans. Donc ça veut dire qu'un ado qui a 15 ans, il est loin d'être équipé cérébralement parlant comme un adulte en fait. Et on voit bien comme nous, en tant qu'adultes, parfois on peut galérer dans nos émotions. Alors eux, ils n'ont pas cette possibilité. Enfin, il y a vraiment toute la partie préfrontale, c'est vraiment la partie derrière le front qui n'est pas encore terminée. Donc, c'est toute la partie qui gère l'anticipation, la gestion des risques, la gestion des émotions. Donc, ils ont pas encore cette capacité-là, en fait. Donc, ils ont encore besoin de nous en tant qu'adultes. Et en même temps, ils ont besoin de faire leurs expériences parce que c'est aussi une période où ils apprennent, et notamment dans les relations. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'on l'a dit un petit peu au début, mais quand l'ado a un problème particulier, c'est vrai que peut-être que le parent va avoir tendance à vouloir lui donner une solution, mais forcément, elle n'est pas forcément la bienvenue. C'est ça. On n'a pas forcément envie de l'avoir. Et donc, du coup, si on a une bonne relation, une bonne communication avec son ado et que à un moment donné, l'ado nous dit bon bah en fait, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette situation parce que je sais pas comment faire. Et ben typiquement, moi je me souviens avoir eu une discussion comme ça avec ma maman où je lui ai dit bah écoute, j'ai besoin de ton avis, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation. Et en fait, ce moment était assez intéressant parce que en fait, elle m'a donné sa solution en tant que parent. Et donc, elle me donne sa solution et je me renvoie très bien lui dire ah ouais d'accord, mais alors moi je me sens pas du tout de faire ça comme ça, enfin c'est pas du tout possible, je me vois pas le faire. Et donc en fait elle m'a aidée à retravailler cette solution pour que ça soit adapté à mon point de vue en tant qu'ado. C'est ça. Et c'est vrai que du coup potentiellement c'est ça aussi qui est compliqué pour le parent, c'est de voir son ado vivre une situation en regardant avec son regard d'adulte. Et en disant oh mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et puis c'est peut-être pas du tout en fait finalement ce qui se passe vraiment dans la tête de l'ado parce que lui il le voit avec ses yeux d'ado. C'est ça. Et quand j'accompagne des parents d'ados, j'adore justement leur proposer de se rappeler leur adolescence. Souvent effectivement ça paraît loin. Mais juste de se replonger. Je leur dis souvent, mais souvenez-vous, quel ado vous étiez, comment c'était pour vous les relations, les amitiés, les amours. Et souvent, ils me disent, ah oui, oh bah ok, je comprends mieux. Et juste de se reconnecter à l'ado qu'ils ont pu être, ça leur permet de suite de mieux comprendre, en fait, de changer d'angle et de mieux comprendre leur ado qui n'est pas là pour les embêter ou pour faire n'importe quoi ou pour s'abrutir ou pour je ne sais quoi, mais juste des individus qui sont en train d'expérimenter des choses. Et quand même, l'adolescence, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et des fois, de ramener, en tant que parent, de se rappeler de ce qu'on a pu vivre en tant qu'ado, aussi bien dans ce qui a été facile que ce qui a été difficile, et ben ça permet, je trouve, de se mettre plus à hauteur de notre ado et de pouvoir lui proposer d'être là, plus que de lui proposer des choses, finalement. C'est surtout d'être là de la bonne façon, vraiment, en le considérant, en le regardant vraiment comme un individu qui expérimente, qui est un peu paumé là dans ce moment de transition, mais qui fait du mieux qu'il peut. Et je trouve que de porter ce regard-là sur lui, ou sur lui, sur elle, enfin sur cet ado-là, ça vient souvent vraiment renforcer les liens entre les parents et les ados. Et ça fait beaucoup de bien aux deux. Ouais. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous proposer, peut-être quelque chose que vous avez pu rencontrer dans le cabinet, bien évidemment de façon anonyme. Oui. Mais voilà, pour qu'on puisse avoir un autre exemple de la vie du quotidien, que ce soit en amitié ou en amour, pour qu'on puisse voir un petit peu les différences ou comment finalement le parent peut s'en sortir. Oui.
Ce qui est assez classique, ce que j'entends souvent chez les ados qui viennent ici, c'est les histoires d'amour. Où voilà, on peut imaginer, je sais pas, par exemple, une histoire d'amour qui met à mal l'ado parce que l'autre n'est pas très engagé dans la relation, alors que euh, voilà, l'ado qui le vit là, et lui aimerait être que l'autre soit autant engagé que lui en tout cas là-dedans. Et ça c'est classique, donc des relations comme ça assez malmenantes. Voilà, là aussi ils expérimentent leur premier lien, c'est pas facile. Mais voilà, ça fait mal, mais ils y retournent, et ça fait mal, et ils y retournent, et puis finalement l'autre arrête la relation, mais il revient, et puis ainsi de suite. Et souvent là, les parents sont assez démunis parce qu'ils disent mais bon sang, mais c'est évident que c'est pas quelqu'un pour toi, mais tu vois bien. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que des fois, ça, je l'entends chez les adultes aussi qui viennent en thérapie. Ils sont dans des relations qui les malmènent et ils continuent quand même. Donc, c'est toujours intéressant de voir comme ça nous paraît évident quand il s'agit des autres. Et là aussi, j'invite les parents qui sont dans ce genre de situation de se dire, mais alors, et moi, est-ce que j'ai déjà vécu ce genre de truc, et est-ce que c'était aussi simple que ce que je dis là? Et souvent, on se rend compte que c'était pas si simple, quoi. Voilà, on est quand même assez nombreux à être passés par des relations comme ça qui nous ont un petit peu chahutés, malmenés, sans que ce soit forcément très grave, mais où objectivement on aurait dû arrêter avant et où on l'a pas forcément fait. Et je trouve que de se reconnecter à ça, là aussi, on trouve des mots un peu plus ajustés. Et du coup, notre ado se sent un peu plus compris parce que lui, il faut quand même se mettre en tête que quand l'ado vit ça, il le fait pas exprès en fait. Il prend pas plaisir à être dans cette relation. Enfin, il y a une partie de lui à qui ça fait du bien, mais il y a une autre partie à qui ça fait pas de bien. Et là aussi, plus on sera là à essayer de s'intéresser à ce qu'il vit, à lui dire mais alors, dis donc, il a l'air vraiment très important pour toi, ce garçon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui chez lui te plaît autant? Explique-moi. Mais sans jugement, sans allez, mais explique-moi, pas sur ce ton-là, évidemment, mais plus vraiment d'y aller avec curiosité. Plus il y a de possibilités, d'une part, que l'ado nous parle et nous reparle si effectivement il se passe des choses qui sont vraiment pas positives pour lui, mais aussi qu'il trouve ses propres solutions ensuite. Et on peut lui demander, on dit mais est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble à des solutions pour que ça se passe mieux? Et souvent ils sont contents de ça, ils se sentent soutenus. Et dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au cerveau mature à peu près à 25 ans, c'est qu'on oublie souvent que les ados ont besoin encore des adultes. Et souvent, moi j'entends des ados qui se sentent complètement délaissés par les adultes, qui disent mais alors ma mère, mon père, ils ont l'impression que ça y est, ils me disent que je suis grand, maintenant je peux gérer, mais en fait j'ai encore besoin d'eux, et ils me le disent très clairement ici. Donc ça, je trouve ça important de pouvoir le transmettre aux parents. Les ados ont encore besoin de nous en tant que parents, mais sans jugement, qu'on soit vraiment là pour eux. Et en plus, ça vient, comme je le disais tout à l'heure, faire du bien à la valeur. Ils se sentent qu'ils ont de la valeur puisqu'on s'intéresse à ce qu'ils sont en train de vivre. On n'est pas en train de les juger, donc ça vient renforcer leur estime d'eux-mêmes, et ça les aide ensuite pour leurs futures relations à avoir des relations plus saines et plus sereines. Du coup, si on pousse un peu cette question de la dépendance affective, du coup, par rapport aux relations amoureuses, est-ce que c'est possible à l'adolescence de vivre une relation, alors attention, je vais utiliser le gros mot, de pervers narcissique ou de relations toxiques comme ça à l'adolescence, quoi? Donc oui, ça arrive, c'est pas les relations les plus fréquentes au final, c'est intéressant de discuter avec eux justement pour voir. Des fois ils font du mal aussi dans leurs relations, mais ils s'en rendent pas compte. Donc des fois d'en discuter avec eux, alors là aussi sans les juger, sans lui dire mais tu vois bien tu lui fais du mal, ou de pouvoir lui dire mais comment tu crois qu'il ou elle le vit quand tu fais ça? Juste là aussi de faire ça, ça permet à certains ados de se rendre compte qu'ils sont en train un petit peu de malmener l'autre, et je trouve ça intéressant aussi dans ce cas de figure d'en parler avec eux sans les juger, sans leur dire mais tu fais n'importe quoi, mais de vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Oui, puis c'est bien de se dire que notre ado n'est pas forcément la victime. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Des fois, ils malmènent. Enfin, mais comme les enfants peuvent le faire aussi dans les cours de récréation, même en primaire, des fois, ils sont quand même assez durs entre eux, quoi. Mais pareil, ils expérimentent les liens. Donc, et ça reste des enfants ou des ados, enfin des êtres en construction. Donc, j'invite vraiment chacun à beaucoup de bienveillance, en fait. Et ils ont besoin de nous, justement, pour leur montrer... là, tu vois, quand tu fais ça, tiens, comment tu crois que l'autre le vit? En fait, plus on fait ça, plus on stimule leur empathie.
et moins ils vont avoir ce genre de comportement. Souvent, ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont dans leur truc et ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Donc ça, c'est plutôt dans le cas de figure où ça serait la personne qui malmènerait. Dans l'autre cas de figure, moi, je crois que ce qui est vraiment important de transmettre aux ados, c'est d'arriver à sentir qu'ils ont suffisamment de valeur pour ne pas rester dans des situations qui leur font mal. Et je crois qu'une fois qu'on arrive à sentir ça, en tant qu'individu, que j'ai suffisamment de valeur pour pas être dans une relation comme ça, et je peux être aimée, appréciée par des groupes, des personnes qui ne me malmènent pas. Plus l'ado arrive à sentir ça, moins il va de toute façon être dans des situations où il y a avec un pervers narcissique, ou c'est vraiment de lui apprendre à écouter ses besoins finalement. Et ça, pour moi, c'est une clé essentielle. Une fois qu'on est capable, et ça c'est valable pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, une fois qu'on est capable d'écouter nos besoins, nos émotions, justement, nos émotions, elles sont fabuleuses pour ça. Si on met nos émotions sous le tapis en permanence, on n'arrivera jamais à sentir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Nos émotions, c'est vraiment des boussoles qui viennent nous indiquer « Ah, attention, warning, là, il y a un problème, en fait. » Et si on n'écoute pas ça, qu'on met sous le tapis pour être fort ou je ne sais quoi, eh ben, c'est contre-productif. Au final, on va rester dans des relations qui vont nous malmener. Alors que si on écoute ça, on se dit « Ah tiens, ma boussole interne, là, elle me dit qu'il y a un truc qui coince. Et tiens, c'est à chaque fois que je vois cette personne, peut-être que là, je devrais m'interroger, en fait. » Et plus on leur apprend à faire ça, plus au contraire on les rend forts, et moins ils vont se mettre dans des situations aussi bien en amitié que dans les futures relations amoureuses qu'ils auront, même les futures relations de couple, même en tant qu'adulte après. C'est leur permettre cet apprentissage-là. Tu as suffisamment de valeur pour pas... Tu peux vraiment sentir que tu peux être aimé par des gens qui te donnent de la valeur, en fait. Comment en tant que parent on peut aider justement son ado à comprendre qu'il a de la valeur? Parce que c'est vrai que forcément, je pense avec tout parent aimant et bienveillant, on a toujours eu nos parents qui nous ont dit mais si, t'es très jolie, mais si, t'es ça. Et forcément, la première réaction, c'est de se dire ouais, mais bon, d'accord, c'est nos parents en fait. C'est ça. C'est pas que ça a pas de valeur, parce qu'en fait, tu sais, ça en a beaucoup. Et finalement, sur le coup, on se dit que ça en a pas parce que ça reste nos parents qui nous aiment quoi qu'il arrive. Mais finalement, de le faire, c'est quand même très bien. D'accord. Oui, effectivement, on est d'accord. Et ceux qui n'ont pas eu ça, on voit effectivement l'impact, où on m'a jamais dit... ça, je l'entends des fois au cabinet chez les adultes en thérapie. On m'a jamais dit que j'étais jolie, on m'a jamais dit que j'étais intelligente, on m'a toujours dénigrée. Donc oui... Continue à le faire, même s'ils trouvent ça bizarre. Même s'ils trouvent ça bizarre, même s'ils râlent. Oui, c'est bon... je sais que je suis... tout à l'heure, il y a une patiente qui me disait ça pour son fils qui râle, justement un ado qui râle. Oui, c'est bon, je sais que je suis le meilleur pour maman. Oui, c'est bon. Oui, il le sait, mais tant mieux, il l'a intégré, en fait. Et donc, c'est pas une mauvaise chose. Donc, pour moi, ça passe par ça. Et de faire attention, justement, parce qu'on a vite fait d'être dans le jugement. Et ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, c'est juste de les regarder, de les regarder dans les yeux et de lui montrer qu'ils ont de l'importance pour nous, et c'est pas des fois, alors ça passe par les mots, mais ça passe aussi parfois par juste on est avec eux, on les regarde dans les yeux et on s'intéresse, quoi. Mais vraiment, et des fois on peut s'intéresser. Alors je pense souvent aux écrans, parce que souvent j'entends les parents qui me disent mais c'est abruti, il est complètement abruti devant les écrans. Et c'est vrai que des fois c'est dans le trop, on est bien d'accord qu'il faut réguler ça, mais on peut aussi aller leur poser la question, mais explique-moi, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce manga, ou qu'est-ce qui t'intéresse dans ce jeu vidéo? Qu'est-ce qui fait que tu passes autant de temps? Et si on ouvre et qu'on y va vraiment avec curiosité, en les regardant dans les yeux, et qu'ils sentent que vraiment on a envie de comprendre, alors là, ça les aide vraiment dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur confiance en eux, dans la valeur qu'ils sentent qu'ils ont, en fait. Et ça, ça, pour moi, c'est une des choses qu'on peut faire en tant que parents, qui ont tout autant d'importance que les mots qu'on peut dire. Parce que si on dit t'es jolie, t'es intelligente, t'es ceci, cela, mais qu'on s'intéresse jamais à ce qu'ils font, enfin jamais, j'aime pas les jamais, les toujours, mais qu'on s'intéresse pas souvent à ce qu'ils font, et qu'on est plutôt dans le jugement, parce que ça nous paraît de nos yeux d'adultes vraiment un peu dérisoire, leurs histoires de ceci ou de cela, alors il y a une partie de leur construction identitaire qui va être un peu chahutée, malmenée. Et puis du coup, les mots n'ont pas les actes en face, quoi. Donc, exactement. c'est un peu bizarre.
Exactement. Et du coup, c'est intéressant justement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait d'accueillir les émotions. Pour moi, c'est un impact à court terme, ça, sur l'apaisement immédiat pour l'ado, le fait qu'il se sente écouté par son parent dans le présent, le fait qu'il va se questionner ensuite par lui-même. Mais ça a aussi un gros impact sur le moyen terme et sur le long terme. C'est « waouh, j'ai de la valeur pour mon parent ». Et ça lui fait expérimenter ça en fait dans le lien à l'autre. Et ensuite, il aura plus de facilité à recréer ça dans sa vie d'adulte. Donc ça, c'est extrêmement précieux. C'est, souvent, on le banalise, mais pour moi, c'est une des choses les plus précieuses dans la relation parent-enfant, dans ce qu'il y a à transmettre. Puis même, du coup, dans la construction de l'ado pour sa vie future, quoi. Exactement. Alors, quand on parle justement de dépendance affective, ça fait aussi penser, je trouve, à la partie lien d'attachement. C'est un épisode que j'aimerais bien faire d'ailleurs sur ce sujet. Mais en tout cas, dans cet épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un petit lien, une petite ouverture en tout cas sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les différents liens d'attachement qui existent et ensuite on parlera du coup de l'impact que ça a sur l'ado. Ouais. C'est effectivement passionnant, c'est de parler de l'attachement. En fait, c'est quelque chose qui se crée dès le début, dès la naissance. En fait, l'enfant, quand il naît, il a besoin d'un adulte pour survivre. Donc, son cerveau est programmé, c'est vraiment le mode survie, est programmé pour s'attacher à un adulte. Donc, ça va être ce qu'on appelle la figure d'attachement primaire, c'est l'adulte qui s'occupe le plus de lui. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, de toute façon, il est programmé pour s'attacher à l'adulte, peu importe où il vit, peu importe où il naît, et peu importe l'adulte qu'il en fasse. D'accord. Donc, ça crée des choses assez différentes selon effectivement le contexte familial. Donc en gros, si on veut schématiser, on peut parler d'attachement sécure. Donc là, c'est quand tout se passe bien, avec des parents disponibles, qui sont là pour sécuriser l'enfant, justement. Et il y a tout un jeu, je trouve c'est ça qui est passionnant dans l'attachement, c'est qu'il y a tout un jeu entre attachement et autonomie. C'est-à-dire que plus on sécurise un enfant, plus il va être autonome. Alors ça, c'est assez contre-intuitif. Souvent, les parents ont peur de trop prendre les enfants dans les bras ils se disent « Ah bah, il va pas être autonome si je fais ça ». C'est l'inverse. Plus on prend l'enfant dans ses bras, quand il en a besoin, pas quand nous on en a besoin, mais quand lui en a besoin, et plus il va être autonome. Et on le voit ça chez les tout-petits. Quand l'enfant est suffisamment sécurisé, alors il va explorer le monde, il va faire ses découvertes, et il revient à sa base qu'est le parent pour se sécuriser quand il a besoin. Donc ça, c'est l'attachement sécure. Et effectivement, quand on est dans ce type d'attachement-là, ensuite, en tant qu'ado, on va aller vers des... toute proportion gardée, parce que ça reste quand même, on le disait tout à l'heure, une période particulière, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de risques de dépendance affective si on est dans ces liens sécures. On va aller chercher, parce qu'en fait, on aura intégré le fait qu'on a de la valeur à l'intérieur de soi, et on aura intégré une certaine sécurité en interne. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'aller se sécuriser par l'autre. Et dans la dépendance affective, c'est vraiment ça qui est typique, c'est qu'on va se sécuriser par l'autre. On a besoin de l'autre pour se sécuriser. Donc ça, c'est l'attachement sécure où on peut se sécuriser par nous-mêmes, même si ça fait toujours du bien d'être en lien. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, il y a tous les cas d'attachement insécure. Donc là, on les catégorise aussi. Il y a différentes catégories, mais en gros, c'est tout un tas de... généralement, c'est 50-50 quand même. C'est 50% de la population qui est dans le sécure et 50% qui est dans l'insécure. Où là, on va avoir besoin de l'autre pour aller se sécuriser. Et donc, c'est là qu'on va rencontrer plutôt des dépendances affectives. Alors, il y a ce qu'on appelle l'attachement insécure évitant, où là, ça va plutôt être des gens qui vont, au contraire, éviter le lien. Donc, mais ça crée d'autres problématiques. Donc là, il n'y aura pas de dépendance affective, c'est sûr. Mais ça va être ensuite des personnes qui vont avoir du mal à construire un couple, par exemple, qui voudraient pourtant. Mais la relation fait tellement peur. En fait, ils ont intégré petit qu'il valait mieux être loin de leur figure d'attachement pour se protéger. C'est souvent des personnes qui se déconnectent de leurs émotions pour pouvoir, se protéger, moins ressentir, et qui apprennent à se dépatouiller tout seuls. C'est souvent des gens qui disent moi, je fais tout seul, moi, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin des autres. Voilà, c'est ce profil-là. Et du coup, ça crée souvent une difficulté à être en lien derrière.
Voilà. Puis après, il y a d'autres types d'insécurité où là, ça va être plus, effectivement, on va retrouver les dépendances affectives, hein, plus je pense, je ne sais pas trop si là, on doit tout détailler ou si, effectivement, ça fera l'objet d'un autre podcast, hein, mais en tout cas, où là, on va retrouver un besoin viscéral d'aller se sécuriser par l'autre. C'est viscéral, quoi. C'est comme si... et les personnes le décrivent très bien, c'est comme si l'autre ne me regarde pas ou si l'autre ne me répond pas à mon SMS tout de suite, alors il y a un espèce de truc où, comme si le corps était en train de se déliter, comme si c'est existentiel vraiment, hein, c'est j'existe pas si j'existe pas dans le regard de l'autre. C'est l'insécure anxieux, non? Ça ouais, c'est ça. C'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est si important aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parle à notre ado, qu'on le regarde dans les yeux, qu'on s'intéresse à ce qu'il vit, on participe, parce qu'à l'adolescence, ça continue, c'est pas que pendant la toute petite enfance, ça participe à la création justement d'une sécurité interne, justement qui sentent cette valeur qu'ils ont à l'intérieur d'eux et du coup qu'ils n'aient plus pas besoin d'aller se sécuriser par l'autre. Donc c'est pour ça que c'est si important. D'accord. Alors du coup, j'ai 2 questions qui me viennent. Oui. Je vais commencer par celle-là. Quel impact, justement, à l'adolescence, ça peut avoir sur nos relations futures si effectivement tout ce lien d'attachement se construit pendant la petite enfance, mais ça continue aussi pendant l'adolescence. Oui. Quel est l'impact que ça peut avoir après sur la relation future finalement si ça se passe pas forcément bien? Ouais. Souvent, il y a une espèce de répétition, c'est-à-dire que si ça se passe mal dans le contexte familial, souvent l'ado, enfin le grand enfant, va répéter ça dans ses relations. Souvent, c'est ce qu'on retrouve. D'accord. Il y a un vrai lien entre la façon dont on a appris à être en lien petit et ce qu'on va reproduire après, puisqu'on connaît que ça finalement, c'est cette façon d'être en lien là. Donc si on a été malmené, par exemple, on aura tendance à trouver ça normal d'être malmené en fait. Enfin, c'est comme si c'était devenu la normalité en fait. Okay. C'est un peu la base avec laquelle on commence et puis du coup c'est la base qu'on a connue, on pense que c'est la normalité. Oui. Est-ce que finalement, ça c'était plutôt la deuxième question, si jamais, pas de bol, on n'est pas tombé dans une famille aimante, hyper sécurisante, tout ça, est-ce que c'est râpé pour le reste de notre vie ou c'est rattrapable? C'est une très bonne question. Alors, il y a je fais juste une parenthèse, mais il y a cette question de parents aimants. Et puis, des fois, c'est aussi... je réponds à la question juste après, mais je trouve ça important de le préciser. Des fois, voilà, c'est aussi un accident de vie qui fait que le parent n'a pas pu être disponible comme il aurait voulu l'être. Donc, des fois, c'est des parents aimants, mais qui, par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, n'ont pas pu être là comme l'enfant avait besoin, tout simplement. Parfois, c'est aussi des choses du parent qui se réactivent. Pendant l'enfance et pendant l'adolescence d'ailleurs, hein. Souvent en fonction de l'âge de notre enfant, il y a des choses de notre enfance et de notre adolescence qui va se réactiver. Donc si notre enfant a 10 ans, ça va réactiver de ce qu'on a vécu à 10 ans, enfin en tout cas ça a tendance à ça. Donc des fois, je vois des parents qui font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est tellement tendu dans ce qu'ils ont vécu eux, qu'ils n'arrivent pas à être en lien avec leur ado comme ils voudraient, quoi. Et donc là, je réponds 2 en 1. Là, j'invite vraiment tous les parents qui se sentent dans ce genre de situation à ne pas hésiter à consulter, hein. Moi, je vois des parents tous les jours au cabinet qui ont des difficultés avec leur enfant parce que ça parle de leur enfance à eux, en fait. Et si on va réparer par la thérapie, alors il n'y a pas besoin de s'engager sur 10 ans en thérapie, hein. Souvent, il y a cette croyance-là qu'on part pour 10 ans, mais non. On peut faire plusieurs séances et des fois, ça suffit vraiment largement à apaiser la situation. Le parent se sent mieux, la relation, du coup, c'est comme si on remettait les choses à la bonne place. Il y a ce qui appartient au passé et il y a ce qui appartient au présent. Et du coup, ça laisse beaucoup plus de champ libre à la vraie relation qui est là dans le présent avec son enfant ou son ado. Donc ça, d'une part. Donc c'est rattrapable à n'importe quel âge. Et même si l'adolescent a développé un style d'attachement insécure, parce qu'on n'a pas pu être là comme on aurait voulu l'être au début de sa vie, ça se rattrape aussi en faisant tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, en posant des questions, en s'intéressant, en le regardant dans les yeux, des choses comme ça. Oui, du coup, ça veut dire que, par exemple,
si on a loupé la première étape de la petite enfance, Oui. ça se réactive à l'adolescence, et là on peut quand même prendre le virage comme il faut, Ouais. en recalant un petit peu les choses Oui. et en lui faisant gagner un petit peu de temps pour sa relation future Exactement. en tant qu'adulte. C'est ça, tout est rattrapable. Et des Mm. fois, j'entends, là, pareil, dans les consultations cette fois-ci pour adultes, des gens qui me disent, voilà, avec mon père ou avec ma mère, c'était compliqué, mais un jour, on a eu cette discussion, il m'a regardé, j'ai senti que j'avais de la valeur pour lui. Et ça, juste ça, c'est venu faire tuteur de résilience et ça a permis à la personne ensuite de se développer différemment. Ouais. Donc, c'est génial. Donc, c'est jamais trop tard, en fait. Et si ça n'a pas pu se faire ni à l'enfance ni à l'adolescence, ça peut ensuite se rattraper, bien évidemment, en thérapie derrière. Voilà, de travailler sur la façon d'être en lien, sur la valeur qu'on se donne, parce que ça, c'est ça qui a rattrapé derrière. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, Ouais, du coup, cette question de la valeur, c'est vraiment central, en tout cas pour tout ce qui est lié aux émotions, et bien évidemment d'accompagner aussi du coup son jeune dans les différentes situations qu'il va pouvoir traverser à l'adolescence, qui sont nombreuses. Oui. Du coup, ça m'amène à la question justement pour les auditeurs. Oui. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ah, j'en ai plein alors. Vous avez le droit d'en dire plusieurs. On va faire un podcast d'une heure. Alors, c'est parti. Peut-être que effectivement, plus on se sent sécure nous-mêmes en tant qu'adultes, plus on va être sécurisant pour notre ado en fait. Et j'invite chacun à s'interroger là-dessus sur mais alors comment je me sens moi? Est-ce que j'ai une sécurité interne ou pas? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me sécuriser ou pas? J'en suis où dans ma confiance en soi? Je trouve qu'en tant que parent, plus on s'interroge sur soi, plus on prend du temps pour soi aussi. Mieux on arrive à être là pour nos enfants, nos ados. Donc ça, c'est important et je le dis souvent pour les parents. Souvent, j'entends des parents qui me disent « Non, moi, je me sacrifie pour mon enfant, je prends pas de temps pour moi. » Et je trouve qu'au contraire, c'est important de prendre du temps pour soi pour pouvoir ensuite être disponible, justement. Sinon, on est crevé tout le temps. Quand notre ado rentre et qu'il claque la porte parce qu'il encolarde quelque chose, on n'a pas du tout envie d'aller le voir, quoi. C'est juste un truc de plus, ça nous saoule et puis, puis voilà. Donc, c'est important, je trouve, de s'autoriser en tant que parent à prendre soin de soi. Et pour moi, en tant que psychologue, je trouve que c'est même une responsabilité qu'on a en tant que parent de prendre soin de nous en tant que, en tant que parent pour ensuite être aussi disponible que possible, en tout cas dans la vraie vie. Ouais. C'est pas du 100% parfait, c'est OK. Hein. Tout comme on peut pas tout le temps être disponible, tout le temps regarder dans les yeux. Voilà, il s'agit pas d'être à 100%, mais du mieux qu'on peut dans la vraie vie, quoi. Et ça, je trouve ça important parce que je trouve que souvent, il y a confusion autour de ça. Les parents ne s'autorisent pas à prendre soin d'eux. Et pourtant, c'est compliqué d'avoir des relations harmonieuses si on ne prend pas ce temps-là. Donc, j'aurais envie de dire ça aux parents, parce que vraiment, pour moi, c'est important. Prenez soin de vous. Vous rendez service à vous. C'est loin d'être égoïste, en fait, à vous, mais aussi aux autres, et à vos enfants, à vos adolescents. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est cette histoire de cerveau mature à 25 ans. J'aime bien le dire et le redire, radoter un petit peu autour de ça, mais les ados, on a souvent l'impression qu'ils sont grands, mais ils ont encore besoin de nous vraiment, quoi. Et vraiment, j'entends souvent ça au cabinet où ils se sentent, parce qu'en fait, ils ont comme un double besoin. Ils ont à la fois le besoin d'autonomie et à la fois le besoin d'être sécurisés, en fait. Et souvent, ils me disent, mais en fait, personne ne me comprend parce que j'ai besoin d'autonomie. Ils croient que, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Mais j'ai encore besoin qu'on m'aide, quoi. J'ai besoin de soutien et tout. Et du coup, c'est un message qui me semble important à faire passer. Les ados ont encore besoin des adultes largement. Donc ils ont aussi besoin qu'on leur laisse de l'autonomie, mais ils ont aussi besoin de venir se sécuriser encore vers nous. C'est toujours ce jeu de l'attachement dont on parlait tout à l'heure, de venir se sécuriser pour pouvoir devenir encore plus autonome après. Merci en tout cas pour ce beau message. Et pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux et un endroit peut-être où on peut vous suivre? Oui, bien sûr. On peut me suivre sur Instagram, Sophia Yellow, psychologue. Sur Facebook également. J'ai une chaîne YouTube où je propose des méditations justement pour les parents, entre autres. Super. Pour justement rester zen pendant l'adolescence. C'est ça. pour que les parents puissent prendre soin d'eux aussi, justement.
Il y a aussi des méditations pour les adolescents et j'ai écrit un livre, donc Je fais de mes émotions une force aux éditions Magenta, donc qui est à destination des préados et adolescents pour les aider à gérer leurs émotions. Et donc il y a 2 bonus qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube et qui sont complètement gratuits. Et sur la chaîne YouTube, il y a aussi donc une méditation pour les adolescents et une cohérence cardiaque aussi pour les adolescents. Donc c'est une respiration hyper intéressante qui fait baisser le stress, et ça, c'était prouvé scientifiquement par plein d'études. Donc ça, c'est des bonus du livre et c'est entièrement gratuit. Voilà, aussi bien les méditations pour les adultes d'ailleurs que ceux pour les ados. Donc voilà, en gros, où est-ce qu'on peut me retrouver voilà, donc sur donc Instagram, Facebook et puis sur la chaîne YouTube et à travers le livre également pour ceux qui en ont envie et besoin. Super, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi pour échanger, et puis surtout de m'avoir accueilli dans votre cabinet. Avec grand plaisir. Merci à vous, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!